Dans cette présentation, nous allons parler du second principe de la thermodynamique. Certaines évolutions, bien que respectant le premier principe, soit la conservation de l'énergie, ne se produisent jamais. Par exemple, une tasse de café ayant une température de 60 degrés, laissée sur le comptoir de la cuisine, se refroidira jusqu'à atteindre la température de la pièce, disons 20 degrés Celsius. Le transfert de chaleur se fera toujours de la tasse vers la pièce. Mais jamais l'évolution n'ira dans le sens contraire, soit que la tasse de café se réchauffera spontanément en passant de 20 degrés à 60 degrés Celsius. Bien que cela semble évident, pourquoi cela ne se reproduise jamais? Le premier principe n'est donc pas suffisant, il manque quelque chose. On peut également remarquer que les transferts d'énergie, que sont le travail et le transfert de chaleur, ne sont pas équivalents. Le travail implique habituellement un déplacement ordonné de particules, tous dans le même sens, alors que le transfert de chaleur implique des déplacements complètement désordonnés. Cette différence entre les deux transferts d'énergie a une certaine importance que nous verrons un peu plus tard. Introduisons maintenant la notion de cycle thermodynamique. Rappelons d'abord qu'un cycle est une évolution dont l'état initial et l'état final sont les mêmes, c'est-à-dire que le système revient à son état initial. Pendant un cycle, le travail net et le transfert de chaleur net sont égaux. Donc, si un système fournit du travail, il doit recevoir de la chaleur, et si le système reçoit du travail, il doit rejeter de la chaleur. Le premier cycle thermodynamique que nous voyons est le cycle de machine thermique. C'est un cycle qui fait du travail et qui reçoit de la chaleur. Le système est le fluide caloporteur qui circule dans les différents composants. La configuration la plus courante consiste en une chaudière dans laquelle le système absorbe de la chaleur, QH ou Q.H pour le taux de transfert de chaleur. Donc Q.H c'est en watts, QH est en joules. Ensuite, une turbine dans laquelle le système fait un travail WT, ou W.T pour une puissance, qui est positive. Un condenseur dans lequel le système rejette de la chaleur. Et pour finir, la pompe dans laquelle le système subit un travail. Q.B et Q.H, ou encore QB et QH, sont par convention définis positifs. Et donc, dans la chaudière, la chaleur qui est absorbée est QH, ou Q.H pour le taux de transfert de chaleur, alors que dans le condenseur, la chaleur rejetée sera moins QB ou moins Q.B pour le taux de transfert de chaleur. Une machine thermique est un cycle où il y a un transfert de chaleur entre le système et deux réservoirs thermiques. La chaleur vient du réservoir thermique de haute température vers le système, et une partie de cette chaleur est transformée en travail net. Et l'autre partie est rejetée vers un réservoir thermique de basse température. Dans ces conditions, on aura toujours que le transfert de chaleur venant du réservoir de haute température QH, moins le transfert de chaleur rejeté vers le réservoir de basse température, doit toujours être égal à W net. Et W net pour un cycle de machine thermique est toujours positif. On définit le rendement thermique pour caractériser l'efficacité d'un cycle de machine thermique. Le rendement thermique est toujours défini comme le rapport entre ce qui nous rapporte sur ce qui nous coûte. Ce qui nous rapporte est bien évidemment le W net, c'est-à-dire le travail net, alors que ce qui nous coûte est la quantité de chaleur qui provient du réservoir de haute température. Du fait de l'égalité qu'on a décrit précédemment, c'est-à-dire que QH moins QB est égal à W net, on peut aussi écrire le rendement thermique caractérisé par la lettre grecque eta égal à 1 moins QB sur QH. Le rendement thermique est toujours compris entre 0 et 1. Le deuxième cycle thermodynamique que nous voyons est le cycle de réfrigération. Pour ce cycle, c'est le contraire du précédent. Il subit un travail et rejette de la chaleur. En fait, on dit qu'il déplace de la chaleur. La configuration la plus courante consiste en un compresseur dans lequel le système subit un travail WT ou W.T pour la puissance, ensuite d'un condenseur où le système rejette de la chaleur vers l'extérieur, ensuite d'une valve d'expansion à travers laquelle le système subit une chute de pression mais où il n'y a aucun transfert de chaleur ni de travail. Et pour finir, l'évaporateur où le système absorbe de la chaleur. Pour ce cycle, on obtient l'équation que QB moins QH égale à W net, le travail net, et n'oubliez pas que le travail net pour un cycle de réfrigération est négatif. QH
est en fait toujours plus grand que QB, et ça même pour les cycles de machine thermique. Alors comment fonctionne réellement un réfrigérateur? Tout d'abord, imaginons le fréon étant le système dans l'intérieur des conduites du réfrigérateur qui est à la température de moins 5 degrés Celsius. Il entre dans le compresseur en mélange liquide-vapeur. Comme la pression va augmenter, la température va également augmenter. Alors imaginons jusqu'à 40 degrés Celsius. Ensuite, le fréon va aller jusqu'au condenseur, dans lequel il va se condenser en liquide le plus possible, mais tout en restant en mélange liquide-vapeur. À ce moment-là, il va rejeter de la chaleur vers l'extérieur. Le condenseur, il n'est plus ni moins que le serpentin à l'extérieur du réfrigérateur, et donc le système communique la chaleur avec l'extérieur, qui est la pièce qui habituellement est à 20 degrés Celsius. Ensuite, le fréon entre dans la valve d'étranglement. Dans la valve d'étranglement, il y a une chute de pression, ce qui fait évidemment, quand on est en mélange liquide-vapeur, une chute de température. À ce moment-là, la température du fréon descend jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Il rentre ensuite dans l'évaporateur. Et l'évaporateur, ce n'est plus ni moins qu'un serpentin également, mais qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. L'intérieur du réfrigérateur étant à une température de l'ordre de 4 ou 5 degrés, une température plus élevée que le fréon lui-même, donc il y a un transfert de chaleur qui se fait de l'intérieur du réfrigérateur vers le fréon. Ensuite, le fréon quitte le réfrigérateur, toujours en mélange liquide-vapeur, toujours à la même pression, donc toujours à la même température, et après ça, il rentre dans le compresseur et le cycle continue. Le cycle de réfrigération est également un cycle où il y a un transfert de chaleur entre le système et deux réservoirs thermiques. La chaleur vient de réservoirs thermiques de basse température vers le système, pendant que le système subit un travail net, et la chaleur est rejetée vers un réservoir thermique de haute température. C'est pourquoi on dit que le cycle de réfrigération est un cycle qui déplace de la chaleur là où il fait froid vers là où il fait chaud. Il y a deux types de cycles de réfrigération dépendant de leur application. Il y a les réfrigérateurs qui s'intéressent à la chaleur que l'on extrait d'un réservoir thermique froid et les pompes thermiques qui s'intéressent à la chaleur que l'on donne à un réservoir thermique chaud. On peut d'ailleurs réaliser un climatiseur avec un réfrigérateur. Il ne suffit pas juste d'ouvrir la porte, car en ouvrant la porte, on va augmenter la chaleur de la pièce, car le réfrigérateur absorbe la chaleur de la pièce et va toutefois la rejeter à l'arrière du réfrigérateur. Ce qu'il faut faire par contre, c'est prendre le réfrigérateur, enlever la porte et mettre l'arrière du réfrigérateur vers l'extérieur, dans une porte patio par exemple. À ce moment-là, on va créer un climatiseur avec un réfrigérateur. On peut également faire une thermopompe avec un réfrigérateur. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de retourner le réfrigérateur dans la porte patio, c'est-à-dire que le serpentin soit vers l'intérieur, alors que l'intérieur du réfrigérateur soit orienté vers l'extérieur. Le coefficient de performance est encore défini comme le rapport entre ce qui nous intéresse sur ce qui nous coûte. Pour un réfrigérateur, c'est le rapport entre QB, la chaleur qu'on veut enlever d'un réservoir thermique froid, et la valeur absolue du W net, qui est le travail net, donc ce qui nous coûte de l'argent. Il est compris entre 0 et l'infini. Pour les pompes thermiques, c'est le rapport entre QH et la valeur absolue de W net qui nous intéresse. Et le coefficient de performance pour les pompes thermiques est compris entre 1 et l'infini. Une fois les deux cycles thermodynamiques décrits, revenons au second principe de la thermodynamique. Rudolf Clausius, physicien allemand, a écrit l'énoncé suivant. La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Cela semble bien évident. C'est exactement l'exemple de la tasse de café qui ne fait que se refroidir et qui ne se réchauffe jamais. Ou encore qu'un cycle de réfrigération ne peut transférer de la chaleur du réservoir thermique de basse température vers le réservoir thermique de haute température sans subir de travail. Autrement dit, le coefficient de performance ne peut pas être infini. William Thomson, physicien britannique mieux connu sous le nom de Lord Kelvin, a quant à lui écrit l'énoncé suivant. Il est impossible de réaliser un appareil décrivant un cycle et qui n'aurait d'autre effet que de produire du travail en échangeant de la chaleur qu'avec un seul réservoir. Cela revient à dire qu'une machine thermique ne peut pas avoir un rendement thermique égal à l'unité. On ne peut pas transformer 100% la chaleur provenant d'un réservoir thermique en travail. Cela semble beaucoup moins évident,
mais nous allons prouver par l'absurde que cet énoncé est juste. Supposons qu'il est possible d'avoir une machine thermique dont 100% de la chaleur provenant d'un réservoir thermique de haute température soit transformée en travail. Introduisons ce travail dans un cycle de réfrigération. Si on met ces deux cycles dans une seule boîte, l'ensemble devient un cycle de réfrigération qui transfère de la chaleur du réservoir froid vers le réservoir chaud, mais sans subir de travail. Ce qui est impossible, sachant déjà l'énoncé précédent. Donc, une machine thermique ne peut produire du travail en échangeant qu'avec un seul réservoir. Introduisons maintenant la notion d'évolution réversible. Une évolution est dite réversible si les trois conditions suivantes sont respectées. Premièrement, l'évolution doit être quasi-statique, c'est-à-dire que tous les états intermédiaires lors de l'évolution sont thermodynamiques, c'est-à-dire en équilibre mécanique, thermique et chimique. En fait, ça veut dire que l'évolution doit être lente. Deuxièmement, il ne doit pas avoir de force dissipatrice ou frottement, ce qui est à peu près impossible évidemment. Et finalement, s'il y a un transfert de chaleur, celui-ci doit se faire avec une différence de température nulle entre le système et l'extérieur. Ça aussi, c'est impossible car le transfert de chaleur est proportionnel à la différence de température. Par conséquent, pour obtenir une évolution la plus proche possible de réversible, il faut qu'elle soit très lente, avec le moins de frottement possible et avec une très petite différence de température avec l'extérieur lors de l'échange de chaleur. Si une de ces conditions n'est pas respectée, alors l'évolution est irréversible. On peut dire qu'une évolution réversible, ça n'existe pas, mais il faut essayer d'y tendre. Nous allons montrer par quelques exemples que l'irréversibilité équivaut à une baisse d'efficacité. Exemple, si l'évolution n'est pas quasi-statique. Un exemple classique d'évolution non quasi-statique est la détente libre, dans lequel on a un gaz qui est confiné dans un certain volume, dans lequel une autre partie du récipient est vide, et puis on enlève brutalement la paroi entre les deux. À ce moment-là, il y a changement de volume, mais il n'y a aucun travail qui est fourni par le système. Et donc, il y a une perte d'efficacité, car un changement de volume sans possibilité de faire un certain travail. Maintenant, regardons ce qui se passe si on est en présence de frottement. Si on est en présence de frottement et qu'on veut par exemple que le système fasse un certain travail, augmenter le volume, monter un certain piston par exemple, en présence de frottement, le travail fait par le système est plus grand que sans le frottement. C'est-à-dire par exemple si on devait chauffer le gaz pour faire augmenter le volume du système, eh bien il faudrait le chauffer plus en présence de frottement que sans. Donc, en résumé, le travail fait par le système en présence de frottement sera plus grand que sans frottement. Nicolas Sadi-Carnot, physicien et ingénieur français, a imaginé le cycle réversible parfait de 4 évolutions. La première évolution est une évolution adiabatique réversible de compression, quasi-statique et sans frottement, associée à la pompe. Deuxième évolution est une évolution d'absorption de chaleur isotherme réversible à la température du réservoir thermique de haute température TH, associée à la chaudière. Ensuite, une évolution adiabatique réversible d'expansion, plutôt associée à la turbine. Et pour finir, une évolution de rejet de chaleur isotherme réversible à la température du réservoir thermique de basse température TB, qui est associée plutôt au condenseur ou au refroidisseur. On peut représenter un cycle de Carnot pour un gaz parfait dans un diagramme PV de la manière suivante. Commençons juste avant la pompe, où le système y subit une compression adiabatique. Ensuite, le système absorbe de la chaleur de manière isotherme et subit en même temps une expansion. Puis le système subit une expansion adiabatique dans la turbine. Et pour finir, le système rejette de la chaleur de manière isotherme tout en subissant une compression. Toutes ces évolutions doivent bien évidemment être réversibles.